Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble. 45 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Didier Rambaud. Bonjour. Bonjour Thibault Leduc. Bienvenue, vous êtes sénateur de l'Isère depuis 2017, vous faites partie de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Après avoir été membre du Parti socialiste, notamment en tant que conseiller départemental, vous restez donc un homme de gauche, Didier Rambaud. Une gauche qui vous a rendu service fin septembre pour le scrutin des sénatoriales, puisque sur le papier, votre réélection n'était pas forcément acquise. Vous avez d'ailleurs perdu des voix entre votre première élection en 2017 et le scrutin de 2023, de 413 à 377 voix. Mais vous avez maintenu votre poste. Certains ont attribué ça à la multiplication des listes à gauche, qui a favorisé votre élection, qui se joue avec un calcul un peu particulier pour les sénatoriales. D'abord, j'ose espérer que cette élection, je la dois aussi un petit peu à moi-même. Après 6 années de travail intensif, tant au Sénat que sur le terrain, bon voilà, les grands électeurs j'espère, ont reconnu un petit peu ce travail. Bon, faut pas se leurrer, j'étais bien conscient que ça allait être une élection très difficile. Quand effectivement on appartient à la majorité présidentielle, de plus en plus on constate que malheureusement il y a l'effet contrebalancé. Je n'avais pas le vent dans le dos, comme on dit, pour utiliser une métaphore sportive. Tant la droite que la gauche, depuis quelques mois, voulaient récupérer mon siège. Bon, écoutez, on a remis un petit peu les pendules à l'heure. Quant à savoir si la division de la gauche m'a porter chance ou pas, je ne sais pas. On aurait été dans un autre cas de figure. Je pense que les voix de la liste Brognier-Ferrari, quelque part, si elles n'avaient pas existé, se seraient réparties entre celles de Guillaume Gontard et de moi-même. Donc à la sortie, bon, ça aurait fait peut-être 2-2-1, effectivement. 2 LR, 2 gauche et le 5e siège de la majorité présidentielle. Bon, en tout cas, je suis là devant vous aujourd'hui. Et puis c'est les LR qui ont effectivement hérité d'un 3e siège. Les 4 sortants, finalement, ont été reconduits. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas retrouvé, mais c'était normal, il avait décidé de ne pas se représenter. C'est André Valigny. Ça marque la fin de sa carrière nationale. Il reste élu au département de l'Isère. 67 ans, c'est jeune finalement pour arrêter une carrière au Sénat. Au Sénat, oui, c'était une tradition, effectivement, qu'on y rentrait plutôt assez vieux et en ressortait encore plus vieux. Ça s'est beaucoup rajeuni depuis une dizaine d'années, beaucoup féminisé aussi. Bon, je pense qu'aussi André Valigny a une longue carrière. Derrière lui, tant sur le plan local que national. Il a été aussi député avant d'être sénateur, il était ministre. Bon, je pense qu'il était un tournant, il avait envie de faire autre chose. Alors, vous parlez de la féminisation et du rajeunissement. Pourtant, Gérard Larcher a été reconduit à la présidence du Sénat à 74 ans. Il est entré au Sénat en 1986, il y a 37 ans. Pour donner un nouveau souffle à cette Assemblée. En tout cas, c'est une image qui n'est pas forcément en phase avec les attentes aujourd'hui des citoyens. Oui, c'est possible. Enfin bon, c'est la majorité sénatoriale qui désigne son candidat. Bon, voilà. No comment. Bon, effectivement, votre courant est très loin d'être majoritaire au Sénat, le courant d'Emmanuel Macron. Si je me base sur les résultats du premier tour de la présidentielle l'an dernier, 3 Français sur 4 ont voté soit pour Emmanuel Macron, soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen. Ça représente exactement 73%. Pour être précis, est-ce que vous savez combien ces 3 forces politiques pèsent au Sénat ? Très franchement, ça ne doit pas être très haut. J'ose pas vous dire moins de 10%, mais pas loin. Voilà, mais bon, voilà. Je rappelle que l'élection sénatoriale est une élection très particulière. C'est la représentation des territoires, des collectivités locales. Bon, on connaît les rapports de force politiques au sein de nos communes, de nos départements. Donc, fatalement, ça entraîne mécaniquement des élus d'une certaine tendance. Mais d'où l'importance, effectivement, c'est important, à mon avis, pour le département de l'Isère, d'avoir sur les 5 sénateurs au moins quelqu'un qui appartient à la majorité présidentielle, dans le cadre de l'équipe des forces, quoi. Et puis, bon, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le département de l'Isère, qui est quand même un grand département, de ne pas avoir un sénateur majorité présidentielle, ça aurait été un petit peu anachronique. Donc, 7%. Oui, j'en étais pas très loin. Résultat. Vous aviez bien l'ordre de grandeur des choses. Bon, ça dit quand même le décalage qu'il peut y avoir entre le Sénat et les Français, en tout cas, si on se base sur ces rapports de force. Encore une fois, c'est un mode de représentation très particulier. Le Sénat n'a pas pour vocation à représenter tous les Français, mais de représenter les élus. Bon, voilà. Et on connaît les rapports de force aujourd'hui.
Vous étiez il y a quelques jours, Didier Rambaud, dans les rues de Grenoble pour marcher aux côtés d'autres élus isérois de tous bords confondus contre l'antisémitisme. On en voit quelques images. Une marche à laquelle n'a pas participé la France insoumise, qui ne voulait pas officiellement se mêler aux élus du RN. Le président Macron n'a pas non plus participé à ce mouvement. Il a estimé qu'il voulait préserver l'unité du pays. Il a eu peur de heurter certains musulmans défilant contre l'antisémitisme. Vous avez compris sa décision ? C'était quelque chose d'insoluble à régler. Bon, quand même, le président de la République doit être un peu... Il est au-dessus quand même, hein. Il a de la hauteur. Donc on sait que notre société, elle est fracturée, effectivement, vous venez de le dire, hein, à travers différents courants. Bon, voilà, moi je respecte sa décision. De toute façon, il serait venu, on aurait dit qu'il était là pour faire un coup de com', il n'est pas là, et ben on lui reproche. Bon, c'était une manifestation, effectivement, pour la République, contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de racisme et de haine. Bon, voilà. On a vu sur ces images à Grenoble qu'il y avait beaucoup d'élus en écharpe. Par contre, il y avait peu de jeunes dans ce rassemblement. Quelques milliers de personnes ont défilé dans les rues de Grenoble. Ça vous a interpellé, ça ? Oui. Ça a été pour moi peut-être la mauvaise surprise, effectivement. Je dirais une manifestation très institutionnelle, hein, beaucoup d'élus locaux, des corps constitués, certes aussi la communauté juive importante, mais pas de jeunes, pas de diversité, et quelque part, ça doit nous interpeller. Alors les jeunes, on les retrouve plutôt, quand il s'agit de manifester, dans le camp d'en face. Comme chaque samedi, depuis plus d'un mois, des manifestations sont organisées à Grenoble pour réclamer le cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Une mobilisation qui monte en puissance. Ils étaient quelques dizaines au début. Et ce week-end, pour le 6e rassemblement, la police a dénombré 1300 manifestants dans les rues de Grenoble. Les organisateurs estiment à 3000. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sur une ville comme Grenoble, je dirais, je ne suis pas très surpris, hein. On connaît un petit peu l'importance de ce mouvement, que je dirais islamo-gauchiste, beaucoup d'étudiants, voilà, une diversité, beaucoup de communautés étrangères présentes sur le territoire. Donc, faut pas être surpris, mais néanmoins, voilà, ça montre aussi quand même une certaine fracture, quoi. Je veux dire, il y a besoin de se parler, d'être côte à côte. Voilà, moi, je prône effectivement. Je ne suis pas pro-israélien. Par contre, oui, je dis qu'Israël a droit de pouvoir vivre en sécurité, et les Palestiniens doivent pouvoir aussi avoir un État. Donc, est-ce qu'un jour ou l'autre, on arrivera effectivement à ce côte à côte ? Bon, depuis des années, on l'attend. Je l'espère, et c'est sur quoi il faut se battre. Voilà. J'aimerais qu'effectivement on puisse un jour ou l'autre tous se retrouver. Bon, ce n'est pas le cas en tout cas dans les rues de Grenoble, puisque les manifestations sont à des moments différents et il n'y a pas de mélange des genres, j'ai envie de dire, entre les deux courants. Pour revenir au Sénat, la nouvelle Assemblée est vite rentrée dans le vif du sujet, hein, avec l'examen du projet de loi sur l'immigration qui fait beaucoup parler depuis la rentrée. Le texte est proposé par la majorité présidentielle. Il avait déjà été décrié avant d'être travaillé par le Sénat, qui l'a durci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des choses intéressantes dans ce texte qui est sorti du Sénat ? Alors d'abord, je me permets de préciser l'intitulé exact de ce projet de loi. Hein. C'est mieux contrôler l'immigration, hein, et mieux réussir l'intégration. C'est immigration et intégration. Je tiens beaucoup à ces deux volets. Alors effectivement, je l'ai voté, ce texte, comme mes collègues de mon groupe. D'abord parce que c'est quand même, au départ, c'est un texte gouvernemental, même si je ne partage pas un petit peu les corrections assez droitières qui ont été apportées par la majorité présidentielle. Hein. J'ai d'ailleurs voté très fermement contre l'amendement qui supprime l'AME, hein, cette aide médicale d'État, hein, pour des raisons de santé, de sanitaire, pour des raisons d'éthique. Nous avons aussi combattu la suppression de l'article visant à supprimer la régularisation de celles et ceux qui travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les métiers dits en tension, restauration, les métiers du soin, du BTP. Donc c'est un signal qu'on voulait adresser à l'Assemblée nationale. Oui, nous avons voté ce texte parce qu'au départ c'est un projet gouvernemental, mais nous espérons bien, et moi, en tout cas moi je l'espère, que l'Assemblée nationale puisse le corriger et revenir sur des dispositifs beaucoup plus acceptables, notamment en matière d'intégration, tout en rappelant qu'il faut effectivement être, je pense, plus ferme
Sur l'immigration, je pense qu'effectivement, on a dans notre pays 4 à 5 000 délinquants étrangers qu'il faut pouvoir expulser à tout moment. Il faut aussi que l'intégration soit davantage dirigée vers celles et ceux qui maîtrisent peut-être davantage la langue française, mais celles et ceux qui sont intégrés dans notre pays doivent pouvoir le vivre de manière très digne. Trouver cet équilibre qui me paraît indispensable. Vous évoquez l'AME, l'aide médicale d'État, effectivement, qui pour l'instant, si on en croit, le texte voté au Sénat serait supprimé pour une partie des étrangers. Ça représente à peu près un peu plus de 300 000 personnes. Aurélien Rousseau, le ministre de la Justice, l'actuel ministre, a dit que c'était une faute de supprimer cette AME. Pourtant, Gérald Darmanin, lui, est plutôt favorable à cette suppression. Comment ça va être arbitré au sein de la majorité présidentielle ? Très franchement, sur cet article-là, pour moi, c'est une ligne rouge. Je ne vois pas l'Assemblée nationale voter un texte reprenant cette disposition du Sénat. Et là, clairement, sinon le texte n'irait pas plus loin. Voilà. Donc je suis 100% derrière ce qu'a exprimé Aurélien Rousseau à ce sujet. Je pense que Gérald Darmanin est dans une situation un petit peu d'équilibre. Là, il veut cheminer progressivement vers un texte. Voilà, donc il faut tenir compte des forces politiques qui sont en présence, notamment celle du Sénat, puisqu'elle est majoritaire. Mais bon, voilà, je pense qu'à la sortie, on devrait pouvoir s'y retrouver. Position d'équilibre ou positionnement pour l'avenir? On lui prête des intentions présidentielles à Gérald Darmanin. Le fait de se positionner comme ça sur la droite du courant macroniste, ça peut être aussi une stratégie? On sait d'où vient Gérald Darmanin, donc j'imagine qu'il et comme tout homme politique national, il a sûrement, peut-être des envies. Enfin, en tout cas, à ce jour, je ne les ai pas encore entendues. Nous verrons bien. Et puis, je vous dis très franchement, ce n'est pas ma préoccupation du moment. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on pense que on est déjà un petit peu, on veut basculer dans l'après-Macron. Il est encore président de la République pour 3 ans et demi. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec lui. Je pense qu'il a beaucoup de dossiers, d'orientations à donner pour notre pays. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai souhaité être à nouveau parlementaire et continuer à ses côtés. Donc ce projet de loi immigration et intégration va être étudié maintenant par les députés. On a compris que vous souhaitez que vos collègues députés adoucissent ce texte, reviennent peut-être à la version d'origine. Je ne sais pas si on arrivera à revenir à la position d'origine, parce qu'à la sortie, il faut qu'il soit voté, ce texte. Mais en tout cas, oui, il doit être recorrigé. C'est vrai que il ne pourra pas être définitivement validé selon la formule du Sénat. C'est pas possible. C'est pas l'inverse habituellement qui se passe. Ce sont les députés qui travaillent sur un texte, ils proposent au Sénat, qui l'amendent, et finalement l'Assemblée nationale tranche en deuxième lecture. Oui, il y a une vieille habitude, notamment sur les projets de loi dits régaliens, que ça passe en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais non, oui. C'est pas constitutionnel, donc c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour en fonction de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et d'ailleurs, on voit depuis le début de l'année 2023 que certains textes, je pense sur l'accélération sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sont passés en première lecture au Sénat avant d'aller à l'Assemblée nationale. Peut-être une habitude à laquelle il va falloir s'y faire. Vous parlez de ligne rouge pour l'AME notamment. C'est aussi une ligne rouge pour les députés LR, mais peut-être pas du même côté de la ligne que vous. S'il est de modifier ce texte sur l'immigration et l'intégration par l'Assemblée nationale, il n'aura plus le soutien de la droite. Il faudra donc le faire passer par un 49.3. C'est ce qui se précise selon vous ? L'hypothèse n'est pas à exclure, à mon avis. On n'a pas bien envie que ça passe par un 49.3, parce qu'on sait trop combien ça avait un petit peu heurté le pays au moment de la réforme des retraites, notamment, même si c'est un outil constitutionnel, je me permets de vous rappeler. C'est quand même pas un coup de force, c'est pas un coup d'État. La Constitution permet effectivement l'adoption de textes par le 49.3. Bon, voilà. Je pense que le souhait du ministre et de la Première ministre, c'est que ça ne soit pas le cas. Mais bon, voilà, on verra bien dans quelques semaines ce qui se passera suite à l'examen de ce texte. C'est un outil effectivement constitutionnel qui est souvent discuté et un outil qu'Elisabeth Borne a déjà utilisé une quinzaine de fois en un an. C'est un record. Même Michel Rocard, qui est celui qui l'a plus utilisé, l'a fait 28 fois en 4 ans. Donc la proportion est plus faible. On a même l'impression que la Première ministre ne prend plus vraiment la peine d'écouter les débats contradictoires. Fin octobre, lors de l'examen du texte sur le budget de la sécurité sociale, elle a sorti le 49.3 au bout de quelques heures de discussion.
Oui, mais j'ai envie de dire, cette interpellation s'adresse aussi aux oppositions. Si les oppositions souhaitent aller au bout des textes, effectivement, qu'elles fassent preuve aussi peut-être de davantage d'ouverture, qu'elles soient beaucoup plus conscientes de l'intérêt général du pays plutôt que de quelques intérêts de boutique politicienne. Bon, voilà, on peut retourner l'argument. Hein, voilà. Moi, j'entends effectivement des oppositions du côté du PS, du côté des LR, qui regrettent ça. Écoutez, avancez aussi de votre côté. Alors même dans votre camp, il y en a certains qui regrettent. Élodie Jacquet-Laforge, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, estimait fin octobre dans une interview à Libération que l'espace public de discussion se rétrécissait. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, forcément. Forcément, quand on en arrive là. Je me permets de faire une petite parenthèse. Le 49.3 n'existe pas au Sénat. Hein, c'est vrai. Donc nous allons jusqu'au bout de l'examen des textes. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, certes. Donc oui, un espace de discussion démocratique qui se réduit. Oui. Et puis on voit la nouvelle configuration politique à l'Assemblée nationale, hein, qui est où malheureusement certains groupes veulent faire plus du spectacle, du théâtre, voire même de l'agressivité et autres. Donc ça dénature le débat politique, le débat démocratique. Je suis pas sûr que les choses avancent beaucoup. Bon, à un moment donné, je pense que l'opinion publique devra en prendre conscience lors d'une prochaine échéance électorale, de savoir celles et ceux qui veulent réellement voir à l'Assemblée nationale. Vous parlez de la France insoumise, qui ne siège pas non plus au Sénat. Il n'y a aucun élu LFI dans cette nouvelle Assemblée. Puisqu'on parle de vote, de système démocratique, la semaine dernière, les États membres de l'Union européenne étaient amenés à se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour les 10 prochaines années. Si j'en parle, c'est qu'Emmanuel Macron avait promis lors de sa première campagne en 2017 d'interdire l'usage de ce pesticide en France dans les 3 ans, donc 2020. Un pesticide qui, selon l'OMS, serait la cause probable de nombreux cancers. Sur ce vote, on pouvait se dire que la France allait voter contre, mais elle s'est abstenue. Alors moi, j'ai du mal à comprendre cette Elle s'est abstenue, mais elle avait proposé aussi de réduire à 7 ans. Bon, on est dans l'Europe, hein, donc on n'est pas tout seul. Comme vous savez, chaque fois qu'il y a des sujets, des dossiers européens, il y a des oui, mais si on ne montre pas la voie, il y a des compromis. Je pense que l'engagement d'Emmanuel Macron en 2017 a un peu porté ses fruits. Parce que si on regarde bien ce qui se passe depuis 2017, notamment en France, la consommation de glyphosate a baissé de l'ordre de 35%. Donc, quelque part, il a créé une prise de conscience. Hein. Et je vois même dans le monde agricole, hein, parce que, en fait, c'est quoi le problème ? C'est qu'on a un problème de concurrence. On pourrait se permettre en France, effectivement, de dire stop, on arrête le glyphosate, mais bon, nos produits agricoles. C'est ce qu'il avait promis. Oui, mais bon, le faire de manière coordonnée avec nos voisins européens, parce que à la sortie, qu'est-ce qui se passerait ? On mettrait en difficulté nos produits agricoles et nos agriculteurs. Donc, il vaut mieux s'y prendre de manière progressive, trouver des alternatives. C'est un peu ce qui se fait depuis quelques années. Et je le répète, la consommation de glyphosate en France a nettement baissé de plus d'un tiers. Bon, voilà. Donc moi, je crois à une voie progressive plutôt qu'à une voie brutale qui ne serait pas comprise et qui pénaliserait davantage nos agriculteurs. Il y a une part de lobby aussi, j'imagine, dans cette décision. Le lobby agricole a peut-être été plus efficace que la santé publique ? La réalité est là, oui. Nous, on a une profession agricole, on a une agriculture en France qui compte dans notre économie. Donc, on ne peut pas prendre des décisions qui la pénalisent comme ça, brutales, qui pourraient la pénaliser du jour au lendemain. Moi, je crois beaucoup au travail de trouver des alternatives. Progressivement, on va y arriver, je pense, à supprimer définitivement tout ce qui concerne un peu ces herbicides. Oui, comme vous, ça m'aurait plu, effectivement, que ça soit supprimé. Mais bon, si on est tout seul à le faire, je pense qu'on se tire une balle dans le pied. C'était sûrement une promesse ambitieuse, peut-être trop ambitieuse d'Emmanuel Macron d'interdire le glyphosate pour 2020. Ça restera sûrement quand même une petite tâche sur son bilan écologique, hein, qui est contesté par de nombreuses associations. On va arriver en 2024 et dans le budget qui est prévu, plus de traces d'ISF vert, hein, comme il avait été préconisé par l'économiste Jean Pisani-Ferry, comme le MoDem le demande également. Ça vous dérange, vous, qu'on ne parte pas sur ce type de taxation d'ISF vert, entre guillemets ?
Taxation, toujours très prudent par rapport à ce thème, à cette idée, parce que je rappelle qu'on est dans un pays où les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les taxes que nous payons, sont très élevés en France. On a le record européen. Et je ne suis pas sûr qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la solution, ce soit de créer une taxe ou un impôt supplémentaire. Moi, je crois beaucoup à des décisions qui sont prises au quotidien. Voilà. On aura l'occasion d'en parler peut-être au cours de cet échange. Le ZAN, le ZFE, la loi climat et résilience, la Convention citoyenne sur l'environnement, qu'on a beaucoup décriée, mais finalement, quand on regarde les mesures qui sont prises aujourd'hui et qui sont des fois contestées, elles émanent de cette Convention citoyenne. Donc moi, je crois beaucoup plus à ce travail que plutôt à une sorte d'écologie punitive, taxant. Voilà, on sait oui, on avait créé la taxe carbone, souvenez-vous, il y a quelques années, puis ça a débouché sur les gilets jaunes. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'y prendre autrement. À la différence que l'ISF, là, il s'adresse plutôt à ceux qui ont les moyens de payer. Il y a une note de l'Institut des politiques publiques qui a été dévoilée en juin 2023 qui conclut que les foyers fiscaux les plus riches paient proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population française, parce qu'ils ont des niches fiscales, parce qu'ils ont divers moyens d'échapper à certaines taxations. Il y aurait une forme aussi de justice sociale, au-delà d'aider à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour éventuellement développer les recherches contre le glyphosate. On rentre dans l'examen d'un PLF, le projet de loi de finances, qui en gros correspond à ce qu'on appelle le budget de l'État. Il va y avoir un certain nombre d'articles, d'amendements qui vont être proposés en matière de suppression de certaines niches fiscales. Voilà. Mais lorsqu'on en supprime certaines, comme on dit, il y a toujours un chien qui se cache derrière. Oui, je suis d'accord avec vous, et sachant d'où je viens, que j'aimerais effectivement peut-être davantage de solidarité financière, qu'on fasse davantage appel vers ceux qui ont qui gagnent le plus dans le monde, dans notre pays. Alors même si progressivement on y arrive, on commence, il y a l'impôt minimal sur les sociétés, l'OCDE, qui a été mis en place, qu'il faut maintenant appliquer. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand on a supprimé l'ISF, c'était pas pour faire plaisir aux plus riches, c'était pour faire revenir. Mais ça n'a pas marché. Ah bon? Les études sont très partagées sur le ruissellement, en tout cas sur l'économie française. En tout cas, on est le pays au monde qui attire le plus d'investisseurs. Donc, oui, mais est-ce que la population, finalement, je sais bien. A vu quelque chose changer? Quelque part, le taux de chômage a fortement baissé parce qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois industriels. Là aussi, si on a l'industrie qui redémarre dans notre pays, qui avait beaucoup baissé, c'est parce que il y a des investisseurs qui sont revenus. Je crois qu'il y a 300 usines qui ont été créées ces dernières années dans notre pays. On le voit dans le département de l'Isère. On va voir à nouveau une fabrication de paracétamol. On s'était rendu compte durant la crise Covid qu'on ne savait plus fabriquer de médicaments. Voilà, c'est le retour à une certaine souveraineté. Mais encore, il faut des capitaux derrière et il faut des investisseurs derrière. Si on démontre que notre pays, au contraire, veut les chasser, veut les taxer davantage, c'est peut-être pas un bon signal. Mais j'entends aussi que socialement, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Alors, vous avez évoqué la ZFE, qui fait partie effectivement d'un volet de mesures qui a vocation à préserver l'environnement. Le gouvernement est revenu en partie sur la mise en place de ces ZFE avant l'été, en ne les rendant plus obligatoires pour les métropoles à partir d'un certain seuil de pollution, ce qui a créé la confusion, notamment ici dans l'agglomération grenobloise, puisqu'elle est opérationnelle depuis le 1er juillet 2023. C'est quoi, un manque de fermeté de la part du gouvernement d'être revenu un peu en arrière? Non, c'est un souci, encore une fois, d'équilibre, parce que, encore une fois, c'est tout le débat entre fin du monde et fin du mois. Une ZFE, finalement, aujourd'hui, ça pénalise qui? Les périurbains, les ruraux, celles et ceux qui sont les moins avantagés, les plus pauvres, celles et ceux qui ont les véhicules les plus polluants. Voilà, il faut que, oui, davantage de contraintes environnementales n'entraînent pas, il faut qu'il y ait une certaine, acceptabilité sociale. Donc, le gouvernement entend ça, le voit, et dans les agglomérations où, effectivement,
et heureusement, on n'a pas atteint un certain seuil de pollution, eh bien, prenons des décisions beaucoup plus progressives. C'est pourquoi, effectivement, il y a eu celle-là, et qui concerne plus particulièrement l'agglomération grenobloise. Voilà. Et je rappelle que le ZFE, voilà, là encore, c'est une mesure qui émane de la loi climat et résilience, et qui elle-même émane aussi des propositions de la Convention citoyenne sur l'environnement. Voilà. Qui démontre qu'elle a été utile, fort utile. Même si effectivement les élus grenoblois ont râlé face à ce qu'ils ont appelé un revirement du gouvernement sur l'obligation de la mettre en place, par exemple. Oui, mais les élus grenoblois, ils n'ont pas de souci avec les urbains, les périurbains que nous sommes, hein, parce que c'est nous qui nous déplaçons, et le niveau de vie dans ces territoires-là n'est pas le même que sur l'agglomération grenobloise elle-même. Donc il faut aussi être capable de le voir, de l'entendre. Parmi ceux qui ont râlé contre... Je pense aux artisans aussi, beaucoup de petits artisans, effectivement, avec des fourgonnettes, etc., qu'il faudra changer. Bon, voilà. Il ne faut pas pénaliser non plus l'économie de service, notre économie présentielle. Parmi ceux qui ont râlé, il y a Sylvain Laval, qui est le président du SMAG, le syndicat des mobilités de l'agglomération grenobloise, vice-président de la métropole. En ce moment, il y a une enquête publique sur le projet de transport par câble urbain. Il était l'invité de la précédente émission, et comme c'est la tradition dans le QG politique, je vais demander de vous poser une question. On l'écoute. Monsieur le sénateur, cher Didier, bonjour. En tant que législateur, vous travaillez bien sûr sur l'évolution des lois et de la réglementation. Et j'évoquais dans cette émission la complexité que nous avons aujourd'hui dans notre pays pour réaliser des infrastructures de transport importantes au regard de la longueur des procédures et de leur lourdeur. Alors, il serait intéressant que le Parlement, particulièrement le Sénat, puisse se saisir de cette question pour faire en sorte que les délais soient raccourcis, que nous ayons peut-être des procédures spécifiques et adaptées pour pouvoir réaliser peut-être en 2 ou 3 ans ce que nous sommes aujourd'hui en capacité de faire en une dizaine d'années, parce que nous voyons bien que le besoin, il est maintenant, il est important, il est immédiat sur ces grands sujets. Et donc merci avec l'ensemble de vos collègues de l'action que vous pourrez avoir sur cette question. Alors, la complexité administrative, si on prend l'exemple du projet de câble qui doit relier Saint-Martin-le-Vinoux à Fontaine, il a été lancé il y a pratiquement 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un seul coup de pioche. L'État a retardé de plus d'1 an le lancement de l'enquête publique, 1 an perdu sans vraiment de raison. En tout cas, les élus grenoblois n'ont pas compris. Heureusement que dans le monde économique, il n'y a pas la même inertie. Oui, je partage ce que vient de dire Sylvain Laval. Je dirais un peu, c'est le mal français. Hein. Ces lenteurs, cette complexité, etc., qui est responsable un peu tout le monde, hein. Nous-mêmes, parfois les parlementaires, parce que nous avons tendance par moment à trop légiférer. Mais pourquoi on le fait? Parce que le citoyen, peut-être qu'il veut parfois davantage de sécurité. Hein. Lorsque vous avez un événement naturel qui se produit, une inondation, un glissement de terrain, des maisons qui s'effondrent, etc., qu'est-ce qu'on fait en général? On évite que ça se renouvelle et on crée davantage de la norme. Voilà. Et effectivement, tous nos codes, code environnemental, code du travail, etc., d'année en année, on les grossit, et à la sortie, on perd du temps. Alors, on a pris des dispositions récemment, hein, notamment ces 6 derniers mois. Je pense notamment à la loi d'accélération sur les énergies renouvelables pour accélérer justement l'installation d'éoliennes, de solaire, panneaux photovoltaïques. Je pense aussi au projet de loi sur les industries vertes, hein, où effectivement, pourquoi en France, pour implanter une usine, il faut mettre plus de 18 mois, alors qu'en Allemagne, vous en mettez 6. Bon, voilà, on vient effectivement de prendre des dispositions, de légiférer, et j'espère dans le bon sens pour raccourcir les délais. Et puis, on est dans une société qui s'est judiciarisée de plus en plus à l'américaine, avec des recours sur les recours, etc., et qui font perdre beaucoup de temps. Quand on veut simplifier tout ça, des fois, ça entraîne beaucoup de contestations. Voilà. Mais je reconnais, oui, c'est le mal français. Hein, et quelque part, ça nous pénalise, ça pénalise notre économie. Et à travers le sujet des transports aussi, on pourrait le voir sur d'autres sujets, TGV, Lyon-Turin, le RER grenoblois. Effectivement, il va falloir aller beaucoup plus vite. Ouais, le RER métropolitain qui est souhaité par l'ensemble des élus du territoire, qui a été annoncé par Emmanuel Macron il y a à peu près 1 an. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Là aussi, il y a une année de perdu sur un projet qui va s'installer de toute façon au long cours. Hein. Le fait de cadencer les trains sur une agglomération, ce n'est pas quelque chose qui se met facilement en place.
Non, il s'est passé des choses. D'abord, on a voté une enveloppe de 800 millions d'euros. Alors, ce n'est qu'une première enveloppe, hein, parce que faire un RER, ça ne décide pas de donner comme ça des coups de pioche. Il y a quand même des études préalables à faire. Est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui? Même si on avait le milliard, parce que c'est à peu près le chiffre sur lequel on va aller pour l'agglomération grenobloise, un RER, qui est pas seulement, c'est pas aussi seulement que du ferroviaire, hein, c'est aussi les cars express, l'autopartage, ces différents modes de transport qu'il va falloir mailler et tout cela. Quand bien même on aurait ce milliard d'euros, on ne serait pas capable de le faire, on ne serait pas capable de donner le premier coup de pioche parce que les études ne sont pas encore suffisamment prêtes. Voilà, donc il faut s'y mettre. On est en train de voter une proposition de loi sur les services, l'organisation un petit peu de ces services RER, hein, à l'image du Grand Paris, parce qu'il faut l'organiser, il faut trouver des structures pour pouvoir porter ce projet de RER. Bon, je pense que les choses avancent. C'est vrai que ça va être très long, il ne faut pas se leurrer. Hein. On en a pour 10 à 15 ans devant nous, hein, avant de voir définitivement ce projet sur les rails, si j'ai envie, permettez-moi cette expression. Mais bon, il y a eu une volonté affichée par le président de la République disant que toutes les grandes métropoles françaises devaient se doter d'un tel service. Bon, écoutez, on va y aller. 10 à 15 ans, ça fera peut-être 30 au final. Je parle de 30 ans parce que c'est la durée du projet Lyon-Turin que vous avez évoqué. Didier Rambaud, ça fait 30 ans qu'on en entend parler, que des études ont été faites, que des travaux ont été entrepris, mais le projet n'est toujours pas bouclé. Il suscite d'ailleurs beaucoup d'opposition, hein, dans la région. Oui, ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs, parce que plus on avance dans le temps, et je crains que plus les oppositions s'intensifient. Alors, je rappelle qu'il y a un tunnel qui est en train d'être construit, hein, un tunnel, le tunnel franco-italien, hein, il va bientôt, voilà, il est en cours de construction. Maintenant se pose la question des accès français au tunnel, sur lequel il y a un scénario qui me semble à peu près validé, qui est le scénario dit grand gabarit. Il y a une DUP qui a été prise en 2012. Alors, il faut se dépêcher maintenant, effectivement, de lancer les premières études parce qu'elle va expirer en 2026 ou 2027, je crois. Mais oui. Il y a le problème des financements. Il faut que aussi la région dise une bonne fois pour toutes combien elle met sur la table, hein, aux côtés de l'État et aux côtés de l'Europe. Mais c'est un vrai projet, et pour le coup, environnemental aussi. C'est pas seulement pour aller plus vite de Lyon à Turin. Hein. C'est de mettre des camions sur le aussi, principalement, oui. Alors, ça fait partie d'un maillon, je dirais, ce grand corridor ferroviaire qui partirait de Kiev jusqu'à Lisbonne. Mais c'est effectivement, il y a effectivement remettre des camions sur les rails. Et je suis surpris que les deux maires des principales villes en Rhône-Alpes, Lyon et Grenoble, soient peu motivés par ce projet. On peut motiver, vous êtes gentil. On va dire qu'ils sont clairement opposés au, il semblerait, oui. au projet Lyon-Turin. C'est encore un projet qui peut capoter. On a vu des images des travaux. Effectivement, il y a de nombreux tunnels, infrastructures qui ont déjà été construites dans les vallées françaises et italiennes. Ça pourrait encore ne pas aboutir à un projet comme ça. Là, il y a quand même des travaux qui ont démarré, hein, du côté de la Maurienne. Le tunnel est en cours de construction. Mais effectivement, si on tarde encore, c'est peut-être pas le scénario celui qu'on avait prévu qui sera réalisé. Hein, parce que vous savez qu'il y a une alternative, Dijon-Modane, pour relier, pour aller vers ce tunnel. Et je crois que de ce côté-là, la région Rhône-Alpes, et notamment l'Isère, à mon avis, serait perdante. Même si, effectivement, il y a des questions qui vont se poser de traverser dans le Nord-Isère, hein, je dirais, de Grenay jusqu'à Chambéry, en passant par l'île d'Abo, des communes comme Chimilin, etc. Parce que je sais qu'il y a déjà des levées, des préoccupations qui sont mises sur la table. Mais il faut accélérer là aussi, oui, je suis d'accord. On change de sujet, Didier Rambaud, avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé ça il y a quelques jours. C'était une nécessité ou c'est plus un coup de com' assez facile finalement? Pour être très franc avec vous, quand la question a été posée il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, j'en voyais pas forcément l'urgence, parce que pour moi l'IVG était quelque chose d'acquis dans d'autres pays. Il n'y avait pas de remise en cause. J'entends pas une force politique aujourd'hui vouloir la remettre en cause. Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, notamment aux États-Unis, dans certains États fédéraux, en Europe, à nos portes, en Hongrie, en Pologne, à Malte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Effectivement, dans les prochaines années, il pourrait y avoir une nouvelle majorité dans ce pays qui pourrait remettre en cause cette loi. Donc, effectivement, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut constitutionnaliser
ce sujet-là. Hein, ce qui veut dire, quand on le met dans la Constitution, ça veut dire qu'aucune loi derrière ne peut remettre en cause cette loi, cet acquis. Donc pour cela, il faut une révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle, elle se fait de deux manières. Soit c'est par référendum, soit c'est ce qu'on appelle le congrès à Versailles, qui réunit à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui l'adopte à la majorité des deux tiers. Le président de la République, je crois savoir, comme vous, l'a annoncé récemment. Il souhaite l'inscrire prochainement à l'ordre du jour du Parlement, probablement premier semestre de l'année 2024. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, qu'il faut le faire, oui. Surtout que quand je vois qu'au Sénat, il y a eu une proposition de loi à ce sujet-là, qui n'a pas été adoptée par l'ensemble de la majorité de droite. Vous pourrez interroger d'ailleurs les parlementaires LR de ce département qui ne l'ont pas voté. C'est passé grâce à une majorité de gauche et ce que j'appellerais les progressistes, tant de droite que de gauche. On avait posé la question à Michel Savin il y a quelques semaines, qui effectivement nous avait expliqué pourquoi il n'avait pas voté en faveur de cette mesure. L'IVG, vous parliez d'uniformisation européenne tout à l'heure pour le glyphosate. Aujourd'hui, les délais sont différents. Les délais d'avortement sont différents suivant les pays européens. En France, c'est 14 semaines. Ça peut aller à 24 aux Pays-Bas, 10 au Portugal. Dans l'autre sens, est-ce qu'il faudrait uniformiser tout ça pour que ce soit à l'échelle de l'Europe aussi, un dossier comme celui-là ? Quand on veut construire une Europe unie et forte, autant que possible, uniformiser sur un grand nombre de dossiers. On parlait tout à l'heure du glyphosate, l'IVG sûrement. Bon, je ne suis pas sûr par contre là, c'est un sujet beaucoup plus sensible. Hein. Quand je vois dans certains pays, dans certaines démocraties dites illibérales, Hongrie, Pologne, etc., je doute qu'on y arrive. Consensus. Mais bon. Le planning familial s'est félicité de cette mesure, mais a pointé un autre problème, l'inégalité sociale et territoriale pour accéder à ce droit à l'avortement, puisqu'il pointait notamment la fermeture d'hôpitaux, de centres de santé ces dernières années. C'est pas un scoop, la santé en France a subi quelques coups et va sûrement avoir encore quelques années compliquées pour se remettre en ordre de marche. En octobre, les médecins généralistes étaient en grève pour protester contre la loi Valletoux, projet de loi qui prévoit le recrutement de médecins extra-européens pour venir renforcer les rangs ici en France. Est-ce que c'est déjà d'abord une proposition de loi avec laquelle vous êtes en phase, Didier Rambaud ? Elle a été recorrigée par le Sénat, pas forcément dans le sens que je souhaite. Alors la santé, c'est un sujet vaste. Par quel bout on le prend ? En tout cas, on ressent une dégradation du service ces dernières années. Le sujet de la désertification médicale. Dans beaucoup de secteurs du département, vous n'avez plus de médecins. Quand il s'agit d'avoir des rendez-vous avec les spécialistes, c'est plusieurs mois Oui, ça peut être plusieurs mois d'attente. Mais parallèlement, alors il y a des décisions qui ont été prises, notamment on paye un petit peu ce fameux numerus clausus. Bon, il a été levé, mais bon, il va falloir du temps. Il va falloir une dizaine d'années pour en voir les effets concrets. Est-ce qu'il faut aller vers davantage de mesures dites coercitives, c'est-à-dire d'imposer à des étudiants de médecine, lorsqu'ils ont terminé leurs études, de s'installer là où il y a des besoins. Bon, vous êtes favorable à ça, par exemple ? Est-ce que c'est un bon signal qui est donné ? Oui, vu comme citoyen de base, je me dis pourquoi un prof dans l'enseignement, il va là où on le décide de l'affecter, et un médecin, ça ne serait pas le contraire, alors qu'on lui paye quelque part, c'est l'État qui paye ses études. Bon, mais en disant cela, je sais très bien que je me heurte de manière à l'ordre des médecins. Je suis pas sûr que ce soit une mesure qui soit vraiment partagée et qui pourrait avoir un effet contraire. Le recrutement, dans ce cas-là, de médecins, faire un appel d'air aux médecins étrangers, ça peut être une solution. C'était l'objet de cette proposition de loi. Oui, tout à fait. On est bien content d'ailleurs pour compenser effectivement dans nos territoires, qui concernent d'ailleurs pas que les territoires ruraux, y compris même. Je découvre même dans certains quartiers de Paris que il y a plus de médecins généralistes. Donc ça concerne finalement tous les territoires. Écoutez, s'il y a des médecins étrangers qui veulent venir s'installer dans le pays, pourquoi pas ? Moi, ça me dérange absolument pas. Et puis dans le cadre de l'ouverture d'esprit, d'ouverture vers d'autres... Il faudra que Gérald Darmanin leur facilite la tâche pour avoir des papiers en règle quand même.
Pas Gérald Darmanin, c'est le Parlement. Oui. Parce que dans le projet de loi, permettez-moi, je rappelle, hein, il y a les deux facettes. Hein, c'est faciliter l'intégration et mieux maîtriser l'immigration. Donc, effectivement, dans les métiers dits en tension, on parle beaucoup de la restauration, mais aussi tous les métiers du soin. Alors, finir avec quelqu'un qui n'apprécie pas forcément Gérald Darmanin, pour d'autres raisons. C'est le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui avait annoncé il y a quelques semaines que la région se retirait du dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, qui vise à stopper la bétonisation des sols. Il estime que ce dispositif est ruralicide. Vous êtes un élu de territoire plutôt rural, hein, vous avez été maire du Grand Lens dans le pays voironnais. C'est une demande des maires ruraux que vous ressentez également sur le terrain, de faire évoluer cette loi, de la rendre peut-être moins contraignante? Oui, mais encore une fois, bon, l'annonce du président Wauquiez, je dirais, elle est un petit peu démagogique, populiste. On voit bien qu'il veut... C'était d'ailleurs au congrès des maires ruraux. Oui, j'étais d'ailleurs, j'étais la veille, j'étais pas le jour où heureusement, le jour où il a annoncé cela. Moi, j'étais le jour où il y avait Christophe Béchu qui justement expliquait le pourquoi de cette loi ZAN. On peut plus continuer effectivement à bétonner, à urbaniser notre pays quand on pense que ce qu'on a fait tous les dégâts qu'on a fait en 50 ans par rapport à il y a seulement 200 ans en arrière. Donc ce n'est plus possible. C'était une solution facilitée de miter le territoire, d'empiler les lotissements les uns derrière les autres, sans aucune logique d'urbanisation, toutes les conséquences que ça a entraîné sur la biodiversité, les réseaux d'eau, d'assainissement qu'il a fallu construire. Donc, et c'était aussi une préconisation de la Convention citoyenne sur l'environnement. Donc il y a un coup d'arrêt, il y a une manière progressive qui est donnée. Alors peut-être que la loi a été un peu trop brutale, et je me permets de vous rappeler que nous l'avons recorrigée l'été dernier, en juin dernier, à l'Assemblée nationale et au Sénat, votée à l'unanimité pour effectivement remettre un petit peu des critères de souplesse, notamment la garantie, ce qu'on appelle la garantie rurale, c'est-à-dire de permettre au moins à chaque petite commune d'avoir encore 1 hectare de potence à urbaniser, de sortir ce qu'on appelle les grands projets d'investiture du compte national. Hein, voilà. Quand sur un territoire où vous avez une usine importante qui arrive, ça ne doit pas être pris dans le compte des terrains, de ce qui vous reste à construire. Ça doit être dans un comté à part. Voilà. Il y a des mesures de correction qui ont déjà été prises, mais bon, il ne faut quand même pas non plus la déshabiller complètement, cette loi. Un élu de la République qui incite d'autres élus à ne pas respecter la loi, c'est un peu surprenant. Ça vous pose problème ? C'est un petit peu surprenant quand même, surtout quelqu'un qui, paraît-il, voudrait être candidat à la présidence de la République. Quel exemple il donne ? C'est-à-dire que demain, si des fois il était élu président, donc on pourrait se permettre effectivement de dire, moi élu, non, je décide de ne pas appliquer cette loi. Effectivement, ce n'est pas un bon signal qui est donné. Bon. Ce n'est pas le premier élu à ne pas respecter la loi. On a vu la démission de François Bayrou, le Premier ministre de la Justice de l'ère Macron, quelques jours seulement après une affaire de détournement de fonds publics. La justice a d'ailleurs rendu la semaine dernière une peine de prison avec sursis à l'encontre de François Bayrou pour cette affaire, 2,5 années de prison avec sursis. 2 jours après, elle a requis une peine similaire, 1 an de prison avec sursis contre le garde des Sceaux en poste, Éric Dupond-Moretti, qui était là accusé de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions. On va le voir en image à la sortie du territoire. Ça la fout mal quand même qu'un ministre de la Justice en exercice se retrouve avec une condamnation potentielle. Le verdict va être rendu le 29 novembre. D'abord, on peut s'interroger sur l'existence de cette Cour de justice de la République qui est constituée de juges et d'élus, qui sont des parlementaires. Bon, voilà, des parlementaires qui jugent eux-mêmes d'autres élus et des ministres. Bon, est-ce que ça peut durer, ce système-là ? Je crois savoir qu'il y a un peu ici ou là, j'entends des velléités de vouloir supprimer cette Cour. Bon, quant au fond du sujet, voilà, moi, je n'ai pas regardé de près ce qu'a fait. Personne ne sait exactement quels sont, lorsque Dupond-Moretti était en fonction, quelles sont les initiatives qu'il a prises à ce sujet. On le saura dans quelques jours, puisque la Cour va trancher. S'il est condamné, il ne peut pas rester en place. Oui, ça me paraît clair, oui, qu'il sera mis fin à ses fonctions. Bon, voilà. Cela étant, je n'oublie pas ce qu'a fait Dupond-Moretti pour la justice dans notre pays. Voilà.
il y avait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de moyens donnés à la justice, qui était très en retard en termes de création de postes de magistrats, de rénovation de tous nos tribunaux, des postes de greffiers, etc. Il y a des moyens énormes qui ont été donnés ces dernières années à la justice grâce à l'action d'Éric Dupond-Moretti. J'avais envie de le dire aussi, indépendamment de cette affaire qui effectivement, si elle est confirmée, ce serait regrettable. Ouais, ça nous rappellera peut-être l'affaire Cahuzac, ministre du Budget, qui avait, lui, planqué son argent en Suisse alors qu'il était en poste pour justement faire la chasse aux fraudeurs fiscaux. Puisqu'on est sur le registre judiciaire, il y a une affaire inédite qui a éclaté le week-end dernier au Sénat. Elle concerne un de vos collègues, le sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué une députée pour abuser sexuellement d'elle. Ça paraît un peu fou, cette histoire, mais il a été mis en examen. Vous le connaissez, ce sénateur ? J'avoue très peu. Je vois qui c'est, etc. Donc voilà. Ça vous a surpris une histoire comme ça ? C'est digne d'un... Oui, mais dans tout, hélas, dans toute société, tout groupe humain, ben oui, vous avez toujours le cas. Et là, celui qui met le pied à côté, quoi. Bon, oui, c'est inacceptable, oui, effectivement. C'est bon, voilà. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est de l'ordre du privé, hein, très franchement. Mais effectivement, il pourrait pas continuer si c'était confirmé et s'il était condamné. Il faudra en tirer toutes les conséquences. On termine juste avec un peu de sport. La candidature olympique d'Auvergne-Rhône-Alpes a été confirmée au début du mois de novembre. On a même la carte des sites potentiels. J'imagine que ça ne vous a pas échappé que sur cette carte, il y en avait pour la Haute-Savoie, pour la Savoie, pour les Alpes du Sud, mais rien pour l'Isère. Je ne suis pas sûr qu'on ait une municipalité grenobloise qui soit très, très porteuse à ce niveau-là. Vous pensez que c'est eux les responsables ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, j'étais dans le comité d'organisation, de préfiguration pour une candidature olympique, pour recevoir les Jeux olympiques de 2018 à Grenoble, lorsque j'étais vice-président du département en charge de l'Isère olympique. Avec Michel Destaut, qui était le maire de Grenoble, qui portait cette candidature aussi. Et Didier Migaud, président de la métropole. On n'a pas été aidé à l'époque par les élus écologistes, qui trouvaient que c'était des projets hors du temps. Voilà. Donc, j'imagine difficilement aujourd'hui l'actuel maire de Grenoble revendiquer quoi que ce soit par rapport à ces Jeux Olympiques. Ce qui est dommage d'ailleurs. Vous la soutenez, vous, cette candidature ? Moi, oui, je suis un sportif. J'aime les Jeux Olympiques. Donc, quand on a les Jeux Olympiques dans notre région, forcément, voilà, c'est un plus. On le voit bien à chaque fois que des Jeux sont dans un pays, dans une région, en termes d'équipement, d'infrastructures, de dynamique et autres, c'est un plus qui est apporté. Donc, il faut y aller. Alors, je poserai la question la semaine prochaine à Cyrielle Châtelain, qui est députée iséroise et présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mais avant de lui poser ma question, vous allez lui poser une question. J'espère que c'est pas la même, sinon ça fera doublon. Je vous laisse faire Didier Migaud. Didier Rambaud. Cyrielle Châtelain, bonjour. Ces derniers mois, nous avons vu beaucoup de manifestations, parfois violentes, autour de sujets qui concernaient un petit peu l'environnement. Ma question est la suivante. Est-ce que vous estimez que la désobéissance civile doit justifier des violences, tant vis-à-vis tant sur les personnes que sur les biens? J'aimerais un peu avoir aujourd'hui l'avis des élus écologistes à ce sujet. Merci. Merci Didier Rambaud. Le lapsus avec Didier Migaud était révélateur. Je crois que vous avez commencé votre carrière comme attaché parlementaire avec Didier Migaud. J'ai travaillé effectivement 11 ans avec lui. Oui. Quand il était député de l'Isère. Ça remonte au siècle dernier. Ça ne nous rajeunit pas l'un et l'autre. Merci en tout cas Didier Rambaud d'être venu. Rendez-vous le vendredi 1er décembre à 21h15 pour le prochain QG politique. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en ligne sur telegrenoble.net.